Donc voilà, ça c'est notre premier cours donc sur la thermodynamique. Donc on va commencer par les généralités sur la thermodynamique et puis on va après aborder le premier principe. Alors je vous explique comment j'ai organisé ce cours. Donc ce que vous avez reçu comme cours sous format PowerPoint. Donc, c'est tout le programme de la thermodynamique. Donc, c'est un résumé de ce qu'il faut savoir sur la thermodynamique. Toutefois, moi, je ne vais pas là maintenant faire l'enregistrement de la totalité du cours. Je vais toutefois le découper en parties. Je préfère traiter chaque partie et puis faire les exercices par la suite, des exercices d'application, bien sûr, qui proviennent de la série d'exercices. Donc, en ce qui concerne les généralités, vous allez recevoir, jointe à ce cours, un fichier Word sur lequel vous avez quelques rappels sur les généralités. Donc, ce qu'il faut savoir, parce qu'ici, je n'ai pas mis toutes les généralités, donc il faut voir les deux parties, donc les deux fichiers que je vais vous envoyer. Euh, voilà. Bien, donc la thermodynamique, c'est quoi? C'est l'étude des rapports entre les phénomènes mécaniques et les phénomènes calorifiques. Donc, en fait, la thermodynamique, pour résumer tout simplement, c'est l'étude des échanges d'énergie entre ce qu'on appelle un système et un milieu extérieur. Donc, et puis, ces échanges d'énergie vont se faire soit sous forme d'un travail ou sous forme de chaleur. Bien sûr, les échanges de chaleur peuvent avoir différentes formes et donc on va voir différents types d'énergie. La thermodynamique macroscopique rend compte des transformations de la matière et de son comportement à notre échelle. Donc, voilà. Donc, avant d'aborder justement les différentes expressions ou les différentes transformations, on va d'abord voir, donc comprendre que en thermodynamique, on part toujours de système et de milieu extérieur. D'accord? Et c'est quoi le système? Le système, c'est une partie de l'univers constituée par les éléments qu'on veut étudier. Donc, ça peut s'agir de la cellule, d'accord? Ça peut s'agir, il peut s'agir d'une réaction chimique. Donc, ça, c'est notre système. En dehors de cette partie-là, donc c'est le milieu extérieur. D'accord? C'est le milieu extérieur. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'il faut savoir en premier lieu. Deuxièmement, il faut savoir que un système est caractérisé par son état. D'accord? Et puis, l'état est décrit par des variables qu'on appelle des variables d'état. D'accord? Donc, les variables d'état, donc, c'est tout ce qui définit l'état du système, c'est-à-dire température, pression, volume, je ne sais pas, ça peut être une masse, un nombre de moles, tout ça, c'est ce qui définit votre système. On les appelle des variables d'état. D'accord? Et puis, il y a aussi les fonctions d'état. Ce sont des fonctions qui relient les variables d'état entre elles. D'accord? Donc, donc, vous avez les variables d'état et puis vous avez les fonctions d'état. Donc, les fonctions, elles relient les variables d'état et on a plusieurs fonctions d'état. Justement, c'est ces fonctions d'état qui vont définir après les différentes expressions d'énergie. Par exemple, l'énergie interne, l'enthalpie, l'enthalpie libre, l'entropie. Donc, tout ça,
des exemples de fonctions d'état. Et la fonction d'état, en fonction de la variable d'état, c'est-à-dire vous allez exprimer l'enthalpie en fonction de la température-pression. Donc, parmi les équations d'état les plus utilisées, par exemple en thermodynamique, c'est l'équation d'état des gaz parfaits. D'accord? Elle est sous la forme PV est égal à nRT. D'accord? Donc, quand on vous dit que ce gaz obéit à la loi des gaz parfaits, ça veut dire qu'il vérifie cette équation d'état PV est égal à nRT. Avec P, c'est la pression du gaz, V, c'est le volume du gaz, N, c'est le nombre de moles, R, c'est la constante des gaz parfaits et T, c'est la température. Ici, la température est exprimée en degrés Kelvin et donc ce ne sont pas des degrés Celsius. Donc, les degrés Kelvin, c'est... Donc, quand vous dites degrés, voilà, quand vous dites degrés, donc quand vous dites degrés Kelvin, c'est des degrés Celsius plus 273. D'accord? Donc, c'est ça les degrés Kelvin. Donc, l'équation, enfin la constante des gaz parfaits, elle peut avoir différentes valeurs selon l'unité. Alors, la plus utilisée, c'est celle-là. C'est 8,314 joules par mol et par degré Kelvin. Maintenant, si votre énergie ou travail est exprimé en pascal par mètre cube, vous allez avoir également cette valeur-là, parce que le joule, c'est des pascals mètre cube. D'accord? On peut avoir cette expression-là si vous allez avoir la pression en bar ou en litres bar, litres atmosphère, etc. Donc là, ça dépend ce que vous allez avoir comme données. Il faut savoir que généralement, les unités, elles sont dans le système international. Donc, le système international, c'est également ce qu'on appelle le système MKSA. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance, elle doit être en mètres. D'accord? Que la masse, elle doit être en kilogrammes. Que le temps, il doit être en secondes. Et puis, l'intensité du courant, shiddatul kahraba'i, doit être en ampères. D'accord? Il y a d'autres unités n'apparaissent pas ici. Par exemple, la pression dans le système MKSA, la pression doit être en pascal. D'accord? Et donc, du coup, comme l'énergie, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est une force sur une surface. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des pressions par des volumes, d'accord? Et donc, pour avoir le joule, pour avoir le joule, ça veut dire que la pression لازم تكون en pascal et le volume doit être en mètre cube. Alors, ce qui est pascal fois mètre cube, c'est également le joule, d'accord? Donc, voilà, ça, c'est des unités qui n'apparaissent pas ici dans ce que nous avons vu là. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe aux variables d'état. Donc, nous avons dit que ce sont des grandeurs qui définissent le système. On a deux types de grandeurs, les grandeurs intensives et les grandeurs extensives, pardon. Alors, c'est quoi la grandeur intensive et la grandeur extensive ou variable intensive, variable extensive? En fait, on met grandeur d'état ou variable d'état, c'est la même chose. Alors, la variable extensive, elle dépend de la quantité de matière. Par exemple, le volume, la masse, la capacité calorifique, etc. C'est-à-dire, le volume, par exemple, si vous avez 1 kg d'eau, il n'occupe pas le même volume que 2 kg d'eau. D'accord? Donc, le volume est une variable ou une grandeur extensive. Les variables intensives, elles ne dépendent pas de la quantité de matière, comme la température, la pression, la viscosité, etc. On a cité quelques exemples. D'accord? Donc, dans le cours, enfin, le rappel sur les généralités que je vais envoyer en parallèle avec ce cours, vous trouverez quelques d'autres variables et puis quelques relations qui relient les variables entre elles. Donc, je vous prie de le consulter.
Maintenant, bien sûr, comme la thermodynamique, elle étudie les échanges de chaleur et les échanges d'énergie plutôt entre le système et le milieu extérieur. Donc, quels sont ces échanges-là qu'on peut avoir? Alors, premièrement, il faut savoir que tout ce qui est reçu par le système, par convention, il est compté positivement, d'accord? Et tout ce qui est cédé ou perdu par le système est compté négativement, d'accord? Voilà. Alors, si l'un des échanges est impossible, le système est dit isolé pour cet échange. Par exemple, si vous n'avez pas d'échange ni de travail ni de chaleur, parce que W, c'est ce qu'on appelle, alors il faut savoir que W, c'est le travail. Généralement, en thermodynamique, on estime le travail des forces de pression, On va voir tout à l'heure que pour nous, le travail, enfin, on va dire dW, c'est moins PDV, d'accord? Et puis, la chaleur, c'est Q, d'accord? Alors, quand le système, il n'échange ni travail ni chaleur, le système est dit isolé, d'accord? Le système est dit isolé. Quand il n'y a pas d'échange de chaleur, d'accord? Le système est dit isolé thermiquement, d'accord? Isolé thermiquement. Donc, on l'appelle aussi, on dit que la transformation, elle sera dite adiabatique, d'accord? La transformation, elle sera dite adiabatique s'il n'y a pas d'échange de chaleur. Maintenant, s'il n'y a pas d'échange de matière, le système est dit fermé. Donc, il faut bien connaître les différents types de systèmes selon les échanges. Donc, je rappelle, s'il n'y a pas d'échange de travail ni de chaleur, le système est dit isolé. S'il n'y a pas d'échange de chaleur, le système il est dit isolé thermiquement et la transformation, euh, il faut bien entendre ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai dit le système il est dit isolé thermiquement, mais la transformation elle est dite adiabatique. D'accord? Maintenant, si il n'y a pas d'échange de matière entre le système et le milieu extérieur, le système est dit fermé. D'accord? Très bien. On arrive à l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Donc, il y a trois principes. Donc, le premier principe, le deuxième et le troisième. Et puis, dans ce cours, vous allez avoir le premier, le deuxième et le troisième principe. Ensuite, vous allez voir les équilibres chimiques. D'accord? Le premier principe qu'on appelle le principe de la conservation de l'énergie, on l'appelle aussi le principe de l'énergie interne. Alors, on vous dit l'énergie d'un système isolé est constante. D'accord? L'énergie d'un système isolé est constante. Alors, on vous dit, on peut caractériser un système par son énergie et l'évolution du système par la variation de son énergie. D'accord? Cette grandeur caractéristique d'un état est appelée énergie interne. D'accord? Alors, l'énergie interne, lorsque le système passe d'un état 1 vers un état 2, elle est donnée par l'expression delta U est égal à U2 moins U1, final moins initial. D'accord? On vous dit que la variation d'énergie interne, ça c'est l'énergie interne qu'on appelle U, d'accord? La variation d'énergie interne, elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, quand je dis chemin suivi, le type de transformation, d'accord? Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans son expression, quand vous écrivez cette variation, dans son expression, ce n'est pas le type de transformation qui va changer l'expression. L'expression, elle ne dépend que des variables d'état de l'état final et de l'état initial. Vous allez peut-être vous poser la question et vous dire quels sont les types de transformations. Les transformations, il y en a plusieurs. Il y a les transformations isobars lorsque la pression est constante. D'accord? Isobar. Il y a les transformations isochores
lorsque le volume est constant. Il y a les transformations isothermes lorsque T est constant. Et puis, il y a la transformation qu'on a vue tout à l'heure, transformation adiabatique. D'accord? Lorsque Q est égal à 0 ou delta Q est égal à 0. D'accord? Donc, quand vous passez d'un état 1 vers un état 2, peu importe le type de transformation que vous avez fait, qu'elle soit isotherme, isobare, isochore ou une transformation adiabatique, vous allez avoir la variation d'énergie, ça sera l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Elle ne dépend pas du chemin suivi, donc elle ne dépend pas de la transformation. Elle sera exprimée en fonction des variables d'état de l'état final et des variables d'état de l'état initial. Voilà, donc si un système passe d'un état 1 à un état 2, U1 est l'énergie de l'état 1 et U2 bien sûr est l'énergie de l'état 2 et bien sûr la variation d'énergie c'est U2 moins U1, d'accord? Alors si delta U est égal à 0, d'accord, le système est isolé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni échange de travail ni échange de chaleur, tout simplement. Parce que, pourquoi? Parce que delta U, d'accord, est égal à W plus Q, d'accord, travail plus chaleur, d'accord. Alors, quand delta U est différent de 0, il y a échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur, d'accord. Si delta U est supérieur à 0, l'énergie est bien sûr reçue par le système et si delta U est inférieur à 0, l'énergie est cédée par le système, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et tout échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur s'effectue sous forme de travail ou de chaleur. D'accord? Et donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, delta U est égal à W plus Q. D'accord? Donc, les échanges d'énergie entre un système et le milieu extérieur s'effectuent sous forme de travail ou sous forme de chaleur. D'accord? Ou les deux. D'accord? Alors, le premier principe affirme que la somme des deux échanges travail-chaleur est constante, quelle que soit la transformation. D'accord? Et donc, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et donc, finalement, que dit le premier principe? Donc, le premier principe dit que delta U, qui est égal à U2 moins U1, est égal à W plus Q. Voilà ce qu'il faut retenir du premier principe. D'accord? Delta U, qui est égal à U2 moins U1, est égal à W plus Q. D'accord? Et puis, on a dit, non, ça, c'est égal à constant. Pour dire quoi? Pour dire que quelle que soit la transformation, quel que soit le type de transformation, d'accord? Cette variation-là, elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Et donc, elle sera constante quelle que soit la transformation. D'accord? Alors, bien sûr, donc, la chaleur, quand elle est positive, elle sera supérieure à 0, c'est une chaleur reçue. Kiff pour le travail. Quand c'est négatif, ça veut dire que c'est des chaleurs ou travail cédé. D'accord? Le premier principe est également appelé le principe des états initial et final. C'est-à-dire que la quantité d'énergie échangée avec le ministère W plus Q ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend seulement que du point initial et du point final. Donc là, on est en train de se répéter. On va parler de transformation réversible et de transformation irréversible. D'accord? Alors, quand vous passez d'un état 1 vers un état 2, d'accord? Le système va passer d'un état 1 vers un état 2. On peut le faire de différentes manières, d'accord? Mis à part le fait que les transformations peuvent être isochores, isobares, isothermes ou adiabatiques, elles peuvent être réversibles ou irréversibles, d'accord? Réversible, معناتها قابلة للعكس. Irréversible, يعني on ne peut pas faire marche arrière. غير قابلة للعكس, d'accord? Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord?
Alors, une transformation, elle est dite réversible quand l'état successif de la transformation diffère infiniment peu. D'accord? Ça veut dire qu'on avance lentement. D'accord? De telle sorte à ce qu'à tout moment, on crée un état d'équilibre et des états d'équilibre successifs qui ne sont pas différents. D'accord? Alors, dans ce cas, les paramètres d'état varient suffisamment lentement pour que le système ait le temps de s'adapter aux nouvelles conditions d'équilibre. J'avance lentement, de telle sorte à ce que, à chaque fois, je crée un état d'équilibre. D'accord? Alors, on vous dit que de telles transformations n'existent pas dans la nature. D'accord? Et elles peuvent s'effectuer dans les deux sens. C'est pour ça qu'elles sont réversibles. D'accord? Le fait que je crée un état d'équilibre me permet de revenir dans le sens contraire. D'accord? Alors, le caractère irréversible maintenant, ça veut dire que là, je vais avancer brusquement d'un état 1 vers un état 2 et la transformation, elle est irréversible. Ce sont des transformations réelles. D'accord? Et le caractère irréversible des transformations réelles est dû aux phénomènes dissipatifs, comme par exemple les frottements. Et là, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, les différentes transformations isothermes, isochores, isobars, on les appelle isentropiques ou adiabatiques lorsque ça n'apparaît pas ici en bas, lorsque vous avez Q est égal à 0 et donc S est égal à 0. Après, on va voir à l'èche, S est égal à 0 lorsque Q est égal à 0. On va exprimer, plutôt réexpliquer ce que ça veut dire une transformation réversible et réversible par le biais de cet exemple, l'utilisation le piston, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un piston, d'accord? Donc, pour expliquer c'est quoi un piston, je prends l'exemple de la seringue parce qu'il m'a été soufflé par une étudiante et je trouve que ça colle vraiment à ce que on doit comprendre. Supposons que vous avez une seringue qui peut être un exemple d'un piston, d'accord? Et là, vous avez à l'intérieur de la seringue, vous avez un gaz, d'accord? Supposons que ce gaz-là est un gaz parfait, par exemple. Donc, quand je dis un gaz parfait, ça veut dire qu'il obéit à la relation PV est égal à nRT. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure des applications sur ça. Alors, où je pousse le poussoir d'une manière brusque, et dans ce cas-là, je vais avoir une transformation irréversible, ou je pousse le poussoir d'une manière lente, très lente, de telle sorte à ce qu'à tout moment, vous allez, regardez ce que j'ai écrit ici, vous allez avoir P intérieur est égal à P extérieur. Parce que si vous avancez, ça c'est le piston, imaginez que c'est ça votre seringue, si vous poussez ici le poussoir d'une manière très lente, à tout moment, vous créez un état d'équilibre et donc à tout moment, la pression extérieure est égale à la pression intérieure. C'est ce que j'ai dit ici. Quand, au contraire, vous effectuez une transformation irréversible, la variation de P se fait d'une manière brusque. D'accord? Et bien sûr, si vous avez à l'intérieur, vous avez mis un gaz, lorsque vous poussez le piston, ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une compression. Supposons que je pousse le piston, je fais une compression, vart. D'accord? Vart. D'accord? Maintenant, si je tire le piston dans ce sens, je vais faire détendre le gaz, une détente du gaz. D'accord? Une détente du gaz. D'accord? Maintenant, pour mieux comprendre les transformations, on va les voir. Donc, on va essayer de tirer l'expression du travail, ce qu'on appelle le travail des forces de pression. Alors, il faut savoir que le travail, c'est quoi? D'accord? Le travail, c'est quoi? Le travail, on vous dit, le travail, c'est quoi? C'est la force, d'accord, fois le déplacement. D'accord? La force fois le déplacement. D'accord? Comme on a l'habitude de dire, al-quwwa fi al-intiqal, ou la distance. D'accord? Donc, c'est ça le travail.
Donc, et le travail, c'est quoi? Le travail, plutôt la force, c'est quoi? La force, c'est une pression. La force, c'est quoi? La force, c'est une pression que j'exerce sur une surface. D'accord? Voilà, j'ai pris cet exemple-là. Donc, quand je mets une force, une pression sur cette surface-là, donc il y a une force. D'accord? Il y a une force. Alors, si on met une petite masse marquée D2M au-dessus du couvercle, celui-ci va descendre d'une distance dz. Donc ça, imaginez, c'est un couvercle, d'accord? Donc là, si je mets une masse sur cette surface, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le couvercle va subir un déplacement ici. D'accord? Alors maintenant, si je combine tout ça, je vais combiner tout ça. Regardez, je sais que W, c'est F fois dz. Et je sais que F, c'est P fois S. D'accord? Fois, attendez, fois, attendez, voilà, fois D2Z. Je vais l'écrire ici peut-être. Donc, j'ai W est égal à F fois dz ou D2L, comme vous voulez, variation de distance. Et j'ai W, F, je sais que c'est pression fois S fois D2L. D'accord? Et donc, S fois D2L n'est autre que dV. Donc, je vais avoir P dV. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pourquoi ce signe moins, il n'est pas là. D'accord? Pourquoi? D'où vient ce signe moins? Alors, il faut savoir que quand je pousse le piston, d'accord? Je reviens à ce piston ici, qui était là tout à l'heure. Voilà, je reviens à ce piston. Alors, je reviens à ce piston. Si je pousse le piston dans ce sens, d'accord? Si je pousse le piston dans ce sens, alors pour le gaz qui est à l'intérieur, ce travail-là, il est reçu, n'est-ce pas? Normalement, il doit être positif, d'accord? Maintenant, je sais que la variation dV ici, la variation dV, dV, il est négatif. Pourquoi? Parce que le volume, yonkos. D'accord? dV, il va être négatif. D'accord? Si vous faites V2 moins V1, si vous faites V2 moins V1, il va être inférieur. Et donc, cette négativité qui me vient de dV, on a rajouté le signe moins. On a écrit le travail comme ça, moins P dV. Ou l'axe sahih, ça veut dire si je tire le piston ici, c'est un travail qui sera donné du système vers le milieu extérieur. Normalement, c'est un travail négatif, d'accord? Et comme dV est supérieur à 0, pour compenser, le signe, d'accord? Je vais un travail négatif dans le cas de la détente et un travail positif dans le cas de la compression. Donc, je suis obligée de mettre le signe moins. D'où vient le signe moins que nous voyons ici? Alors, pour nous, le travail des forces de pression dW est égal à moins P dV. D'accord? C'est ce que vous devez retenir. Voilà comment exprimer le travail des forces de pression. Alors, donc, alors nous avons vu que tout à l'heure, le travail, donc si je veux avoir le travail total, je fais une intégrale. هذا تكامل. D'accord? هذا تكامل. علاش نستعملوا التكامل هنا? Pourquoi utiliser une intégrale? Parce que tout simplement, quand j'écris dW est égal moins PdV, c'est un travail élémentaire. Un travail élémentaire. D'accord? Le travail total, d'accord? Il faut que j'intègre tout ça.
والانتجرال وشنو هي الانتجرال هي عمليه جمع d'accord donc نجمع les petits travaux élémentaires باش نصيب le travail total donc j'intègre je fais l'intégrale puisque عندي هنا dv على حسب la dérivée l'intégrale من v1 ل v2 d'accord d'accord très bien alors si on a un gaz parfait d'accord. Et si j'ai une transformation réversible, ça veut dire qu'à tout moment, la pression extérieure est égale à la pression intérieure. D'accord. Et comme à l'intérieur, on a un gaz parfait, d'accord. Alors, le gaz parfait, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un RT sur V. D'accord. Et donc, si je veux exprimer le travail d'une transformation réversible, ça sera moins nRT, l'intégrale V1, bien sûr, le V2, dV sur V. D'accord. Et donc, ça sera moins nRT, ln, l'intégrale de dV sur V, c'est ln. ln, c'est l'axe le mushtaq. D'accord. V final sur V initial. D'accord. Maintenant, pour comprendre bien et effectuer les calculs sur ces exemples-là, on va après voir les exercices 1, 2 et 3 de la série sur la thermodynamique. Donc, on va appliquer tout ça aux réactions chimiques, hein, à la thermochimie. Alors, qu'est-ce que la thermochimie? Donc, c'est la branche de la thermodynamique qui étudie les échanges thermiques dans les réactions chimiques. D'accord? Elle étudie également l'évolution aussi de la matière entre l'état initial et l'état initial. Bien sûr, l'état initial, c'est les réactifs. L'état final, c'est les produits. D'accord? Bien sûr, il faut savoir que les états sont caractérisés par des variables qui sont des fonctions d'état, telles que la température, donc des variables, les variables d'état, la température, la pression, le volume, la quantité de substance. Alors, généralement, la réaction a eu lieu à température donnée. Elles peuvent avoir lieu également à volume constant ou à pression constante. D'accord? Donc, on peut avoir des réactions à température constante, on peut avoir des réactions à volume constant, comme on peut avoir des réactions à pression constante. Alors, on prend une réaction, donc entre AA, donc A, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le coefficient stoichiométrique. D'accord? Tout ça, donc A, B, petit c, petit d, tout ça, c'est des coefficients stoichiométriques. Donc, vous avez les réactifs qui sont A, B et les produits qui sont C et D. D'accord? Alors, pour réaliser cette réaction à température T, on peut choisir de le faire de deux manières, à volume constant ou à pression constante. D'accord? Très bien. Donc, nous, on veut voir comment il va y avoir l'évolution des échanges d'énergie lors de cette réaction. Lorsqu'on a une réaction à volume constant, prends le premier cas. Alors, si la réaction est à volume constant, donc déjà, qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est delta U. On sait que delta U, c'est W plus Q. D'accord? Donc, si la réaction se fait à volume constant, on va avoir dV est égal à 0 et donc dW est égal à 0. Pardon, dW est égal à 0. Dans ce cas, delta U, ça sera Q et Q, c'est le volume la chaleur à volume constant. Alors, la quantité de chaleur échangée quand la réaction s'effectue à volume constant est égale à la variation de l'énergie interne. Et donc, on peut écrire, donc ça c'est important, delta U, c'est QV. D'accord? Vous allez me dire comment on va faire les calculs. Dans ce cas, il faut voir après, on va
dire que delta U est égal à 1 CV dt. D'accord? Delta U est égal à 1 CV, tel que CV, c'est la capacité calorifique à volume constant. D'accord? Et donc, on va déduire quelque chose de très important, c'est que lorsque T est constant, on va avoir delta U est égal à 0 parce que delta U est égal à NCV dt.